Salut les amis, bonjour. Alors je sais que vous avez l'habitude toujours de me voir cadrer que moi, mais aujourd'hui je vous présente Frédéric, mon conjoint. Je voulais l'interviewer, il a bien voulu jouer le jeu et je te remercie chérie de le faire aujourd'hui pour parler avec vous en tout cas de ce que peut ressentir notre entourage. Dans une précédente vidéo, je vous avais exprimé lorsque vous ressentez en tout cas que le métier que vous faites ne correspond plus à vos attentes et que vous avez l'impression d'avoir envie de faire autre chose mais que vous n'osez pas faire autre chose. Euh, on passe aussi par des situations, je dirais, psychologiques compliquées et ça peut effectivement amener vers l'épuisement professionnel et le burn-out. Euh, donc, excusez-moi, donc je reprends. Donc, par rapport à ça, alors attendez, j'arrange juste une petite chose et je suis à vous dans 2 minutes. Alors. Donc, je vous disais, donc, si aujourd'hui j'ai demandé à Frédéric de bien gentiment venir me donner son avis, c'est parce que moi je suis passée par l'épuisement professionnel. Donc, je suis Sandrine Leca, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis ex-manager de proximité commerciale donc dans le domaine assurantiel. Donc, j'ai dirigé une agence d'assurance pendant plus de 15 ans. Et j'ai exercé ce métier dans les assurances pendant plus de 18 ans. Et à un moment donné de ma vie, donc là maintenant j'ai 42 ans, j'ai ressenti un mal-être au fil des années, hein, ça doit faire 4-5 ans où rien ne va plus, un jour ça va, un jour ça va pas. Et pour enfin prendre conscience que ma voie professionnelle elle était ailleurs, non pas que voilà j'aimais pas le métier que je faisais, mais que c'était l'environnement dans lequel je travaillais et le hiérarchique que j'avais qui lui appuyait davantage, je dirais, sur ma prise de conscience que c'était nécessaire pour moi de voir autre chose. Et aujourd'hui, j'ai fait le pas puisque maintenant je suis coach, je suis freelance et je suis coach donc de carrière pour pouvoir aussi accompagner et en faire donc ma mission de vie, de pouvoir accompagner des gens qui sont en souffrance ou en mal-être pour comprendre aussi déjà ce qu'ils ressentent et comment ils peuvent avancer. Voilà, donc je vais arrêter de parler de moi si vous voulez bien et puis poser des questions à Frédéric sur justement lui en tant que conjoint, comment il a vécu cette période-là. Donc Frédéric, nous sommes ensemble déjà depuis un certain nombre d'années. On ne compte plus. Et voilà, on ne compte plus. Et tu m'as vu effectivement évoluer dans mon métier de directrice d'agence. Tout à fait. Et j'aimerais que tu partages avec mes amis qui nous écoutent comment toi tu as vécu ça, la personne que tu as connue et la personne que je suis devenue. La personne que j'ai connue, c'est toujours une personne souriante, qui est toujours là pour aider les autres, qui ne calcule pas ses heures travaillées, enfin tout ce qui va avec. Même, je dirais, entre guillemets, de temps en temps, c'est mettre un peu sa vie de famille de côté pour son employeur. Donc, quand on arrive à la phase où la personne passe par le burn-out, en tant que conjoint, on ne le voit pas forcément arriver. Et quand ça nous tombe dessus, on se pose la question, est-ce que c'est nous qui en est la cause ou bien c'est le travail? Donc, effectivement, c'est un moment ou un passage très compliqué pour le mari parce que il pense que c'est lui qui est à l'origine du mal-être de la personne. Or, on sait très bien que, en fin de compte, on n'est pas du tout à l'origine de quoi que ce soit. Et comment tu avais ce sentiment en fait que ça pouvait être plutôt une problématique au sein de la cellule familiale et non pas professionnelle? Parce qu'à un moment donné, il y a l'éloignement qui se fait, c'est aussi désagréable par moment et à ne plus calculer sa famille. Et l'éloignement se fait petit à petit puisque la personne a complètement sa tête dans son travail et ne pense plus à ses enfants, ne pense plus à son mari, ne pense plus à sortir. Quand on veut faire quelque chose, la personne ne le fait plus non plus et quelque part n'a plus goût à rien, surtout dans le cadre personnel. Et là, c'est que le cadre professionnel qui reprend le dessus. Tu me voyais travailler souvent? Euh, Si souvent que ça? Samedi, dimanche. Donc vous Samedi. voyez, hein, c'est vrai qu'on ne compte pas ses heures, comme disait Frédéric. Et pendant longtemps, j'ai été, je le dis là avec ironie, mais voilà, très très impliquée dans mon métier. Je l'ai toujours fait avec grand plaisir. Ça a été vraiment une passion pour moi. Mais c'est vrai que j'ai pas vu venir en fait ce transfert en fait de travail entre la journée de boulot qu'on a et le soir quand on rentre chez soi, cette transition euh, qu'on doit s'obliger à avoir, donc de switcher et de passer en mode maison. Moi je l'ai moins fait, c'est vrai, tout simplement parce qu'à un moment donné on a plein de choses à faire et on a l'impression en fait que si on le fait le soir on va avancer pour demain, qu'on aura un peu moins de merde à gérer le lendemain, qu'on sera un peu plus préparé pour le lendemain.
Mais franchement, c'est vraiment une idée fausse. Je me rappellerai toujours ma collaboratrice qui me disait souvent, Sandrine, vas-y, lève le pied. Non, tu devrais pas emmener tout ça chez toi, tu devrais le faire au boulot. Mais voilà, être dérangée toutes les 5 minutes pour faire quelque chose, je ne me voyais pas faire des choses sérieuses qui me demandaient de la concentration, de le faire au boulot. Parce que quand on est sur des missions comme ça, on est partout en fait, on est le pompier, on gère tout. On a des collaborateurs qui rentrent régulièrement dans son bureau, on a le téléphone qui sonne de manière intempestive. Et là, à ce moment-là, bah, quand on est chez soi, on a l'impression d'être plus protégé. Mais c'est une grave erreur, comme l'a dit Frédéric. Alors Frédéric, est-ce que tu peux me dire aussi, bah, avec recul, tu disais tout à l'heure que bah, tu ne l'as pas vu venir, mais avec recul aujourd'hui, est-ce que tu avais des signaux qui pouvaient mettre la puce à l'oreille sur le fait que j'allais m'épuiser professionnellement? Ben, l'élément facteur a été tout simplement, ben, déjà le soir en partant de son bureau, c'était resté pendant presque une heure pendant son trajet de route au téléphone et d'entendre la personne de dire ouais j'ai rien fait de ma journée, la personne pleure, on ne sait pas pourquoi elle pleure, elle dit qu'elle n'a rien fait de sa journée et là tu te dis ben il y a un truc qui ne va pas. Donc ce Alors truc quand je te disais rien, j'ai rien fait de ma journée, c'était dans quel c'est sentiment que d'avoir tu le le disais? sentiment de n'avoir rien fait. C'est le sentiment de n'avoir rien fait. Or, on sait très bien que là, en tant que responsable, on a une charge de travail qui est quand même surdimensionnée pour ce qu'on est, nous, en tant qu'être humain, parce que, comme je dis, on est un humain, mais on n'est pas un ordinateur. Et elle, elle a l'impression d'être une machine à travailler. Et j'ai dit non. À un moment donné, il faudra dire stop. Donc, ça avait commencé où, à un moment donné, elle avait pris des vacances. On est parti en vacances 15 jours. Et au moment où ça s'était arrivé, c'était la veille. Les signes ont commencé la veille en disant demain je reprends mon travail. Ben, je vais repartir comme je suis parti. J'ai pas l'impression d'être parti en vacances. Et l'élément a été ben, ce fameux jour, fameux 26 janvier 2021, exactement, à 6h30 du matin, où la C'est personne, précis, hein. plus précis, il Mais n'y je en m'en a souviens pas, aussi. la personne qui ne peut plus bouger, en pleurs, paralysée, en disant je dois aller travailler, mais la personne ne peut plus rien faire. Et c'est là, en tant que conjoint, ben, on est confronté face justement directement au mal-être de la personne avec qui on partage sa vie, en disant ben, à un moment donné, ton corps t'a dit stop, ben, arrête, ton cerveau en prend un coup, arrête, repose-toi, prends le temps qu'il faut et prends du recul par rapport à ce qu'on va te dire. Et la personne qui te dit oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Une personne qui n'a jamais pris d'arrêt maladie pendant plusieurs années, ou en se disant, ben oui, mais mon patron, ça. Donc j'ai dit clairement, écoute, tu veux aller travailler, vas-y. Tu veux te tuer, vas-y, prends ta voiture et va travailler. Mais à ce moment-là, tu paieras les conséquences qui viendront derrière. Maintenant, il y a une seule règle que j'ai toujours employée et que j'ai toujours dit, pour qui tu travailles? Est-ce que tu travailles pour ta santé ou tu vas travailler pour enrichir une autre personne? Moi, je suis désolé, on ne travaille pas pour enrichir quelqu'un et aller détruire sa santé au détriment de la richesse d'une autre personne. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'elle a pris la décision d'aller voir un médecin, d'aller voir son médecin, d'aller consulter, d'aller consulter un psy, ou ben, qu'elle avait du mal avec ça en disant mais non, je ne vais pas voir un psy parce que je sais que je vais bien et tout ça, mais non. Là, on ne va plus bien du tout. Quand on est dans cette phase où on ne peut plus bouger, on est paralysé de ses membres, il faut aller voir un médecin parce que pourquoi? Aujourd'hui, la fatigue est liée et elle s'est installée. Et là, en tant que conjoint, ben, tous les jours, on va travailler. On se pose la question, on se dit, ben, est-ce que la journée, ça va bien se passer? Est-ce que la journée, ça va mal se passer? Sachant que ben, on doit s'occuper des enfants cette fois-ci, on doit les déposer à l'école, on reprend la vie, entre guillemets, de parents. Là, on assume tout de A à Z, parce que chacun, malgré nos métiers respectifs, donc du coup, on se prend une claque, bien de pleine face, et on se dit, on ne va pas se laisser abattre, sachant que la personne, on sait comme elle a une joie de vivre surdimensionnée, et du jour au lendemain, de la retrouver en pleurs dans son canapé, de dire que je suis une merde, je ne vaux plus rien, on m'a rabaissé, et ben j'ai dit non, on ne peut pas laisser les gens comme ça. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai soutenu du début jusqu'à la fin et jusqu'à aujourd'hui. Et elle a eu d'énormes courage aussi par le biais du soutien, par moi déjà premièrement, de ses enfants, et puis l'entourage aussi qu'on a pu avoir, justement à surmonter ces étapes-là, pour justement ne pas se laisser abattre en se disant je vaux mieux que ça. Et que la vie, c'est pas que le travail.
Et c'est aujourd'hui ce qu'elle a décidé de faire, c'est de reprendre sa vie en main, de reprendre goût à la vie et surtout de recommencer depuis quelque temps à sortir et profiter justement de la vie, puisque aujourd'hui madame s'est remise au sport, donc Et ce oui, qu'elle ne faisait pas. donc là, ça a été un grand moment d'émotion. Vous avez vu, essuyer les larmes, tourner la tête, etc. Ouais, quand il en reparle, c'est encore très vif. Ouais, je prends une grande respiration pour continuer. Je voulais te demander, Frédéric, ok, tu as parlé de moi, merci beaucoup pour avoir en tout cas partagé ça. Mais toi, comment tu t'es senti dans ces moments-là? Abattu, clairement, le mot est peut-être un peu faible, mais abattu parce que on se dit, on est impuissant face à ça. On est impuissant face au mal-être de la personne. On ne peut pas faire grand-chose. On se dit qu'on ne peut pas aider. Or, si, on peut aider. C'est aider la personne à sortir de cet engrenage qui n'est pas la sienne. Ok. Et cet engrenage-là, elle est rentrée dedans. C'était compliqué. Ça a été 8 mois tous les jours, de dire ne t'inquiète pas, ça va y aller, allez, on va faire des choses, on va essayer de penser à autre chose, malgré les arrêts psychologiques qu'elle a pu avoir, essayer de sortir, mais en vain. Il a tenté, il a tenté. Mais en vain, mais les choses se sont faites au fur et à mesure, petit à petit, et chaque pas franchi, c'est un pas de gagné. Ok. Est-ce que tu penses que, avec la vie qu'on a, hein, et puis les gens qu'on côtoie aussi, que ce que j'ai vécu en fait est un cas isolé ou qu'il Non, y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ressentent ça? aujourd'hui, on a beaucoup de personnes dans notre entourage qui vivent et qui est dans ce cas-là aujourd'hui. Certes, on ne va pas forcément, ils vont pas forcément montrer leur mal-être, hormis que quand on est dans notre cercle fermé, on va dire, de personnes qu'on côtoie, et ils sont peu nombreux, pour la simple et bonne raison, c'est que voilà, on est aussi discret aussi sur notre vie. Mais pour les peu qu'on côtoie, effectivement, il y a beaucoup de personnes qu'on entend parler qui sont dans cette phase-là où ils ne se retrouvent plus dans le travail ou le métier qu'ils font et que ils ont envie de changer de vie, mais ils ne veulent pas le faire par crainte de représailles, financièrement déjà pour beaucoup. Mhm. Et nous, on est passé par là, on est dans cette phase-là, mais on ne dit pas qu'on ne vit pas. Si on vit notre vie qu'on doit vivre avec ce qu'on a. Voilà. Donc oui, il y en a beaucoup de personnes qui sont en souffrance et malheureusement, ces gens-là aussi, on ne les voit peut-être pas. Et on a aussi j'ai aussi des amis conjoints qui vivent exactement la même chose que moi. Et au sein de notre foyer, comment t'as pu gérer en tout cas les enfants, puisque tu parlais des enfants tout à l'heure, le fait que je sois mentalement très Absente, absente. absente, faut Ouais. dire absente. Les enfants, on les gère au jour le jour, hein. On est obligé de s'adapter avec les humeurs de chaque enfant, hein. Il faut savoir que nous on a 2 enfants, pour ceux qui prennent notre vidéo en cours. Donc on a un garçon de 11 ans et demi et puis un autre de 5 ans. Donc les enfants, on les gère au jour le jour avec les humeurs qui vont avec. Quand maman va pas bien, on est obligé d'expliquer aussi pourquoi maman va pas bien. Quand maman va bien, c'est maman qui essaye de faire l'effort de temps en temps d'amener à l'école. Après, quand elle rentre à la maison, c'est reparti comme en quarantaine, c'est comme si elle n'était pas sortie. On gère au jour le jour les humeurs des enfants au jour le jour. Ok. Aujourd'hui, donc Frédéric, on va arriver bientôt au terme de l'interview. Euh, Comment tu as vu que j'ai pu sortir aujourd'hui de ce burn-out, cet épuisement professionnel et comment j'ai pu retrouver la place que je méritais quelque part dans notre foyer et dans ma vie aussi professionnelle. Alors, comment tu peux t'en sortir? Tu t'es en sorti déjà par le biais de la psychologue du travail. Deuxièmement, par l'entourage amical qu'on peut avoir, parce que beaucoup de personnes amicales, excusez-moi, je vais y arriver, parce que la langue de temps en temps, et le français, moi, ça en fait deux, je tiens à rassurer quand même. Ça par contre, j'ai pas oublié, hein. Même quand j'étais en burn-out, je reprenais. Voilà. Donc, c'est l'entourage amical qui a fait que on a pu voir les choses différemment. Et aussi, avec aussi la volonté de la personne qui ne voulait pas se laisser abattre et qui a repris goût justement avec tous les conseils qu'on a pu lui apporter, elle a décidé de se ressaisir, de dire je ne suis pas Sandrine Lucas que je connais aujourd'hui, je veux redevenir la Sandrine Lucas que je suis
il y a quelques temps de cela. Réellement. Donc elle a fait l'effort aussi de son côté, tout en mettant les côtés noirs, les idées noires qu'elle pouvait y avoir, pour retrouver le sourire, sa joie de vivre, l'envie de sortir. Les coachings aussi qu'elle a pu faire et les formations qu'elle a pu faire aussi pendant ces mois-là. Et aussi accepter d'être accompagnée et d'écouter et s'ouvrir surtout aux autres. D'accepter de s'ouvrir aux autres, chose qu'elle avait pu faire pendant un moment parce qu'elle s'était refermée sur elle-même. Et elle a accepté justement de s'ouvrir aux autres justement pour pouvoir grandir et pour retrouver goût et sourire à la vie. Voilà. C'est super sympa, Chéridou, merci. Bon, c'était vraiment confidence pour confidence entre conjoints, on dira, mais on voulait vous faire partager ça parce que très souvent on parle des personnes qui sont, elles, dans le burn-out ou qui vivent une détresse professionnelle, mais on oublie malheureusement les dommages collatéraux que ça cause, et ça peut être les conjoints, les parents aussi autour de soi, pour ceux qui n'ont pas de conjoint, ça peut être aussi nos enfants. Et ce que j'aurais envie de vous dire pour clôturer cet entretien, c'est que Frédéric l'a dit tout à l'heure, dans la vie, il n'y a pas que le travail. Le travail, c'est important pour trouver aussi un certain sens à sa vie. Mais quand on a décidé aussi d'être sur cette terre, c'est pour réaliser aussi des choses qu'on aime. Et d'être heureux avec ses proches, de rendre heureux ses proches et non pas de les mettre dans la tristesse et dans la difficulté. On ne le fait pas volontairement, hein, honnêtement, avec tout ce qu'il a dit. Je n'ai pas réfléchi chaque matin en me disant comment je vais bien pouvoir leur pourrir leur journée. Bien au contraire, ma préoccupation a toujours été comment me relever pour faire en sorte que ça aille. Mais voilà, on a plutôt tendance à regarder trop souvent le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, pardon, plutôt que le verre à moitié plein, de se lamenter sur son sort et d'avoir l'impression que rien ne peut changer. Et avec l'interview de Frédéric, c'était important pour moi de mettre en évidence ça. C'est que on vit mal cette situation, mais on a aussi nos proches qui le vivent aussi de manière difficile et qu'il y a des signaux qu'on ne voit peut-être pas, qui s'instillent tout au long du processus en tout cas, qui amène vers le burn-out. Et avec recul aujourd'hui, on peut les exprimer, on peut les partager et on peut en parler. Voilà. Si j'avais quelque chose à rajouter. Ah, Frédéric voulait rajouter une petite chose, pas de souci. Alors, juste un truc à rajouter. Je voulais dire aux personnes qui regarderont ces vidéos, enfin qui regardent les vidéos de Sandrine, parce que c'est la première et la dernière fois que vous allez me voir, hein, je vous rassure. Assure. Hein. Donc, les personnes qui regarderont cette vidéo-là, prenez-en conscience que ce soit votre mari ou votre femme qui vit cette situation-là, ne laissez pas, n'abandonnez pas, ne lâchez pas prise. Parce que il y a une chose qu'il faut se dire, il faut garder en mémoire. Le matin, on part travailler, on sait que la personne reste chez nous, on ne sait pas si le soir on va pouvoir la retrouver. Parce que souvent, les personnes passent à un stade supérieur où on part travailler et le soir quand on rentre chez nous, on peut avoir qu'un mauvais constat, c'est qu'on va constater que sa moitié est partie sans que nous, on l'a vu venir. Donc, faites très attention à ça parce que le burn-out, ça va très vite. Et surtout qu'on se dit, il y a de quoi s'inquiéter. Voilà. Donc, faites-y très attention à ça et protégez-vous, protégez votre famille parce que souvent le burn-out emmène vers de l'au-delà. Ça peut être effectivement malheureusement une fin tragique et je la souhaite à personne, mais ça peut aussi être une fin, et pour le coup c'est moi qui vais donner le mot de la fin, une situation heureuse, c'est-à-dire que le burn-out peut vous amener à prendre conscience aussi que quand vous sortez de votre zone de confort, vous êtes capable de faire des choses pour vous, pour vos proches et de vous éclater dans votre vie et non pas subir votre métier. Voilà, sur ce, on vous souhaite une excellente journée et en espérant que cette interview vous a plu. À bientôt, ciao.